Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, qui a pour vocation d'éveiller, de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans nos studios parisiens un homme praticien shiatsu, fondateur de l'Institut français de shiatsu, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine de la santé, parus chez Albin Michel, dont le best et long-seller « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » a permis de venir nous présenter aujourd'hui son dernier ouvrage « Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux, 50 clés pour vivre en pleine santé et en pleine conscience ». Je suis ravie d'accueillir Michel Odoul. Bonjour Valérie. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, on va parler de votre nouvel ouvrage. Je vous le montre en vidéo. Hop. Et on va commencer par la question rituelle. Oui. De mon émission. Quel a été votre plus beau réveil ? Je crois que mon plus beau réveil est un réveil que j'ai vécu il y a 3 ans au Japon, quand j'ai eu la chance de pouvoir faire un séjour à l'intérieur d'un temple bouddhiste et un réveil face à une forêt d'érables, de petits érables du Japon. C'était quelque chose qui à la fois était merveilleux, fantastique sur le plan de l'esthétique pure, mais en même temps, l'érable du Japon, avec ses feuilles fines qui bougent au moindre vent, et etc., sont pour moi vraiment l'image qui vectorise le plus ce que c'est que le calme et la paix intérieure. Et Dieu sait si c'est quelque chose dont nous avons besoin. Et ressentir ça dans un moment comme ça, assez fulgurant, était quelque chose qui m'a vraiment marqué. Merci beaucoup Michel de nous partager ce moment. Alors aujourd'hui on est venu, je vous ai invité pour parler de votre dernier ouvrage, Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux. Il y a 50 clés pour vivre en pleine santé et en pleine conscience. Alors on va en parler tout au long de l'émission. On va peut-être commencer, parce que moi j'ai été interpellée par les 5 justes comportements, et j'aimerais qu'on commence par là. Oui. Qu'est-ce que c'est que ces justes comportements donc ? Alors, ce concept de juste comportement, c'est un concept que j'ai dérivé de la médecine traditionnelle chinoise qui pose un certain nombre de règles fondamentales de fonctionnement pour que notre vie soit harmonieuse et équilibrée. C'est vrai que la médecine traditionnelle chinoise est articulée autour de 5 éléments, de 5 principes fondamentaux, et que l'ensemble de ces organisations structurelles fonctionnent beaucoup autour de ce principe de 5, mais comme d'ailleurs la vie, nous avons 5 sens pour l'apercevoir. C'est vrai. Et il y a dans les comportements qui sont conseillés, 5 d'entre eux qui sont assez essentiels pour l'équilibre dans notre vie et que malheureusement nous mettons trop souvent mal parce que le quotidien est ce qu'il est, le travail est ce qu'il est, la circulation urbaine est ce qu'elle est, le climat est ce qu'il est, la souffrance de ceux qui nous sont proches ou les nôtres sont ce qu'elles sont, et qu'un certain nombre d'éléments viennent parasiter notre capacité à vraiment respecter ces moments-là. 5 clés majeures qui sont ce que je vais appeler des justes attitudes, des justes façons d'être et de vivre. Ce que j'appelle le juste effort, c'est-à-dire la manière avec laquelle nous mettons la vie en mouvement, parce que la vie est mouvement. Le comportement que j'appelle le juste repos, parce que le repos est aussi un moment qui est un moment essentiel, et on confond trop souvent repos et sommeil. Et le repos n'est pas que le sommeil, c'est aussi le silence à l'intérieur de soi. Ensuite, le juste manger. Qu'est-ce que c'est que le juste manger ? Parce que malheureusement, comment nous alimentons-nous aujourd'hui, que ce soit dans les termes de quantité ou de qualité, et même sur la manière avec laquelle nous le faisons, puisque comment mangeons-nous aujourd'hui si c'est assis à un comptoir avec des écouteurs sur les oreilles, tout en tapant des SMS sur un téléphone et en feuilletant un journal, ce qui fait qu'à la fin d'un repas, si on nous demande quelles ont été les saveurs que nous avons consommées, nous sommes incapables de les nommer. Or, ces saveurs, elles informent. Oui. Et que partant de là, notre corps ne va pas métaboliser correctement. Puis ensuite, un 4e juste comportement qui s'appelle le juste penser.
C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, au-delà de la réalité biologique et biomécanique du corps, eh bien, la manière avec laquelle nous pensons le monde et nous pensons n'est pas neutre et elle est agissante. Elle est à la fois agissante physiologiquement parlant, puisque toute pensée s'appuie sur des sécrétions hormonales, mais au-delà de cela, cette manière que nous avons de penser le monde et ce que nous laissons rentrer en nous est quelque chose qui peut être extrêmement déséquilibrant. Nous en avons la démonstration aujourd'hui avec cette espèce d'hystérie anxiogène qui se passe autour d'une pandémie dont on connaît mal les tenants et les aboutissants, mais dont la non-cohérence de ce qui est transmis aujourd'hui ne peut être qu'anxiogène et ne peut être que pathogène. Et que si nous nous réveillons les matins en écoutant les chaînes d'information en boucle, etc., comment voulons-nous passer une bonne journée puisqu'on nous déverse dans une oreille à moitié réveillée toute la misère et la souffrance du monde, tous les risques qui peuvent exister, etc. Et que la manière avec laquelle nous nourrissons cet autre pan de nous-mêmes, non pas le corps mais notre esprit, est aussi fondamentale pour le bon équilibre. Et enfin, un cinquième et dernier juste que j'appelle le juste désir, c'est-à-dire le désir de vie, la pulsion de vie, ce qui nous met en mouvement, ce qui nous dynamise. On peut l'illustrer à travers ce qui se passe avec un petit enfant, il tombe, il se fait mal au genou, il est abattu, il pleure, il est malheureux, il est triste. Sa mère vient, elle le prend dans ses bras, elle lui fait une bise sur le genou, elle lui dit « va, c'est pas grave ». Il bondit, il a le visage rayonnant et il repart jouer. C'est-à-dire combien la pulsion de vie et le désir de vie est un moteur extraordinaire et quelque chose qui nourrit les plus profondes structures de nous-mêmes en nous permettant de brûler cette vie en nous dans le bon sens, c'est-à-dire de lui permettre de réchauffer notre être. C'est vraiment très très intéressant. Merci beaucoup Michel. Vous parlez de différents outils, différents conseils simples, pratiques dans l'ouvrage. Vous pouvez nous en donner 2-3 quand même dans l'émission pour qu'on puisse déjà les appliquer? Oui, et je suis toujours un peu surpris quand je réévoque un certain nombre de choses parce que nos grands-mères les connaissaient et les traditions, toutes les traditions les connaissaient, etc. Vous savez, je cite à un moment donné cette nouvelle absolument extraordinaire qui va stupéfier tout le monde. Il paraît que la nuit c'est fait pour dormir. Oui. C'est quand même quelque chose qui est assez surprenant. Mais pourquoi peut-on dire des choses pareilles ? Même la médecine pure et dure le sait. 1 heure de sommeil nocturne vaut à minima 2 heures de sommeil diurne. Pourquoi ? On va expliquer ça très basiquement, très simplement. Nous sommes comme dans un four à micro-ondes, vous savez, où il y a un appareil qui s'appelle un générateur d'ondes qui s'appelle un magnétron, qui bombarde les choses avec des ondes et c'est ça qui les réchauffe. Eh bien, il faut savoir que nous sommes dans un grand four à micro-ondes dont le magnétron, c'est le soleil. Le soleil nous bombarde de rayonnements qui sont des rayonnements qui dynamisent notre vie, qui nous excitent, qui excitent nos fonctions, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychiques. Et le soleil est présent dans la phase diurne, dans la journée. Et c'est ce qui permet une bonne activité. Mais pour que nous puissions nous reposer plus profondément, pour que nous puissions véritablement reposer cette enveloppe charnelle et également notre esprit, nous avons besoin que cette excitation des ondes solaires soit moins forte. Et ça, c'est possible quand le soleil est de l'autre côté de la Terre. Ça s'appelle la nuit. Très intéressant. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait également hors antenne des saisons. Et j'aimerais bien qu'on partage cette explication, et j'ai trouvé fascinante. On peut la partager avec nos très chers Oui, bien sûr, et je la développe vraiment dans le livre aussi, mais on peut expliquer ça de façon très basique en disant, voilà, il y a 4 saisons fondamentales, qui sont le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Exact. Chacune d'entre elles apporte quelque chose. Par exemple, le printemps, quand il arrive, tout le monde sent qu'il y a de l'énergie qui revient. On a à nouveau envie de faire des choses. Les jours commencent à grandir, etc., etc. Donc l'été, ça apporte la chaleur, ça apporte la dynamique, la vasodilatation des vaisseaux dans le corps, enfin, etc., etc. Et donc, chaque saison donne à nos organismes et nourrit nos organismes de la dynamique qui lui est propre. Le problème, c'est que nous vivons à l'envers de tout ça. C'est-à-dire qu'en été, qui est la pleine saison de la chaleur et donc de l'activité, normalement, eh bien, nous nous reposons. Ce sont les vacances d'été où nous allons nous allonger sur une plage, sur le sable, etc. L'hiver, c'est la saison, au contraire, où toutes les énergies rentrent en profondeur. Les animaux vont hiberner, les plantes les rentrent au plus profond d'elles-mêmes, la sève descend dans les racines, et nous allons au sport d'hiver. C'est-à-dire que dans cette phase où nous devrions justement sédimenter, métaboliser tout ce que nous avons fait et réussi dans une année, et éliminer tout ce qui n'a pas fonctionné ou toutes les toxines physiques et psychiques qui n'ont pas encore été complètement évacuées, eh bien nous nous activons et nous faisons de l'activité physique. Nous allons à l'envers de ça.
Le printemps, c'est la saison où on démarre. C'est le début de l'année, c'est la saison de la mise en route. Chez nous, c'est la saison du dernier trimestre pour les écoles. Et au mois d'avril, c'est la saison des bilans pour les entreprises. Donc de la fin. Et l'automne, chez nous, c'est la rentrée. Alors que normalement, c'est la phase au contraire où on commence à ralentir l'activité pour aller vers la fin qui s'appelle l'hiver. Ce décalage par rapport à la dynamique que nous proposent les saisons, eh bien, est un décalage qui a un coût très lourd dans nos organismes parce que ceux-ci doivent lutter pour récupérer la bonne dimension énergétique que nous ne nous permettons pas de métaboliser de par nos comportements. Il y a un manque de fluidité, finalement, on va un petit peu à l'encontre de notre nature, finalement. Oui, bien sûr, parce que chaque élément en lien avec une saison apporte quelque chose. Nous savons aujourd'hui que la lumière du jour, donc pourquoi pas avoir un réveil de lumière du jour, que la lumière du jour eh bien, va exciter une glande qui s'appelle la pinéale, va mettre en route un certain nombre de fabrications hormonales. Si nous avons des excitations hormonales au niveau de la pinéale dans les phases nocturnes, il y a quelque chose qui ne va pas se passer correctement. Or, la médecine traditionnelle chinoise, elle a établi, ce que retrouve la chronobiologie médicale occidentale, que suivant les heures de la journée, nous avons des pics de fonctionnement organique et d'autres organes qui sont plus ou moins mis en repos. Nous excitons des organes qui, censément, la nuit, sont censés au contraire justement poser et reposer les choses. Ça finit par avoir un coût. Et il y a donc une vraie nécessité, si nous ne pouvons pas faire autrement, parce qu'il y a des gens qui travaillent de nuit, qui travaillent en posté, ou etc., eh bien, ça a des conséquences. Les personnels navigants de long courrier ont tous des déséquilibres, notamment au niveau du système hormonal, au bout d'un certain nombre de pratiques professionnelles. Eh bien, si éventuellement nous ne pouvons pas changer ce contexte, à ce moment-là, il y a des outils, il y a des exercices, il y a des choses à faire pour compenser la façon avec laquelle nos modes de vie peuvent être pathogènes. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de maladies, on doit lutter contre des maladies, etc. Voilà, et le truc c'est que moi, pour y être passé, pour le coup, effectivement, on a quand même une certaine, alors on appelle ça hygiène de vie, la plupart des personnes appellent ça une hygiène de vie. Est-ce que c'est quand même pas encore plus, il n'y a pas d'autres dimensions quand même derrière? Tout dépend le sens que l'on met derrière le terme hygiène. Si l'hygiène de vie, c'est uniquement la douche, le brossage de dents, etc., évidemment que ça n'est pas suffisant et que c'est bien au-delà de ça. C'est-à-dire que l'hygiène de vie, c'est à la fois la part dans laquelle nous sommes actifs sur le plan physique pour entretenir notre corps. Alors c'est l'hygiène de la douche, c'est l'hygiène du brossage des dents, du lavage des cheveux, etc., etc. Mais c'est aussi l'hygiène des aliments que nous consommons, mais c'est aussi l'hygiène environnementale dans laquelle nous sommes. Le type de lumière, d'éclairage, le bruit, les contextes peuvent être extrêmement pathogènes. Mais l'hygiène, c'est aussi, et de façon pour moi essentielle, aussi l'hygiène psychique. C'est-à-dire qu'est-ce que nous percevons de la vie, qu'est-ce que nous laissons de cette vie se manifester et s'exprimer dans notre quotidien. Être prudent sur la qualité des aliments que l'on consomme est une chose. Être prudent sur la qualité des informations ou des choses que nous faisons rentrer dans notre esprit, c'est également quelque chose qui est important. Une clé de l'hygiène de vie, c'est d'éviter de faire des jeux vidéo brutaux le soir avant de s'endormir. Je donne des petits exercices, par exemple, pour ces deux phases majeures que sont la phase du réveil et la phase de l'endormissement. Si on s'endort sur des tensions, qu'elles soient physiques ou psychiques, il faut savoir que mécaniquement et psychologiquement parlant, nous mémorisons et nous engrangeons pendant la nuit ce sur quoi nous nous endormons. Si nous avons une tension dorsale et que nous ne faisons rien avant de nous endormir, nos fascias, nos structures d'enveloppe particulière de notre corps, emmagasinent, mémorisent cette tension et nous redémarrons le lendemain sur ce niveau de tension-là. Ah, donc la mémoire du corps est quand même fascinante. Mais au niveau psychique et psycho-émotionnel, c'est la même chose. Si nous nous endormons sur des stress, si nous nous endormons sur des contrariétés, si nous nous endormons sur des choses qui ne sont pas réglées, etc., eh bien nos mémoires psychiques vont elles aussi emmagasiner cela et le lendemain nous redémarrons sur cette problématique. Il est donc essentiel, par exemple le soir au coucher, de faire quelques exercices et quelques mouvements très simples. J'appelle ça la position du singe, un certain nombre de choses qui sont très très basiques, qui vont nous permettre de nous endormir avec un corps détendu. Et puis peut-être d'aller vers, j'évoquais la question de la conscience, vers quelques exercices de type méditation extrêmement basique et simple qui existaient dans les traditions, nos grands-mères le connaissaient aussi, ça nous a peut-être été mal vendu, mais c'était ce qu'on appelait la prière, c'est ce qu'on appelait le fait de faire le bilan de sa journée, c'est ce qu'on appelait, quelle que soit la manière avec laquelle on nomme ça, une manière avec laquelle, à travers un bilan simple et à travers une capacité à épurer,
eh bien, on a la possibilité de faire ce que j'appelle vider les spams et vider la corbeille. Ben oui, exactement. Alors c'est super intéressant. Dans l'émission, on parle beaucoup de notre puissance intérieure. Comment on réveille notre puissance intérieure, comment on la ressent quand on arrive à trouver cet équilibre, quand on arrive à appliquer certaines choses. Je pense que chacun est différent. Oui. Donc moi, je vois déjà mes très chers auditeurs venir nous dire oui, mais bon, moi je fais ça, donc je peux pas. Là, je travaille de telle heure, et puis j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça. Tout ça sont des manières d'endormir la puissance intérieure. Et quand je dis ça, je ne suis absolument pas dans la critique. C'est-à-dire que, vous savez, vous citiez 10 mots, tu as mal, il y a plus aujourd'hui de 10 000 consultations derrière. Donc, j'ai reçu tous les cas de figure. Et bien entendu qu'il y a des personnes qui ont des quotidiens, qui sont des quotidiens extrêmement complexes et compliqués. Mais il faut comprendre aussi, fondamentalement, quelque chose, c'est que dans notre vie, tout est une question de décision. Et je l'explique justement dans mon livre. Il n'y a pas besoin de consacrer une demi-heure. Si on pas une question de temps, c'est une question d'envie plutôt. 3 minutes chaque soir. Ok. C'est 3 minutes chaque soir. Je refuse que qui que ce soit me dise je ne peux pas et j'ai pas le temps. Je suis d'accord. Et cette puissance intérieure que vous évoquiez, elle est là et elle existe. Elle s'est petit à petit mise sous le boisseau à force de s'entendre dire tu n'existes pas ou tu ne me sers à rien. Il va falloir se réconcilier avec elle. Et comme quelqu'un à qui on n'a pas adressé la parole depuis longtemps, eh bien il va falloir réapprendre. Réapprivoiser. Mon père me racontait cette anecdote, il était garde forestier, et il me racontait comment ça se passait quand il y avait malheureusement des gens qui abandonnaient des chiens avant de partir en vacances et tout, qu'ils retrouvaient des chiens qui étaient flanqués, qui avaient été battus, etc., à l'orée du bois. Et il m'expliquait, il me disait, tu sais, c'est très simple. Tu mets un peu une pâtée dans une gamelle, tu approches la gamelle, mais il faut que tu t'éloignes. Et il va falloir que tu approches la gamelle et que tu acceptes de t'éloigner pendant un certain temps. Le chien va venir et il va commencer à manger. Et petit à petit, tu pourras rester un petit peu plus près et à chaque fois un petit peu plus près de la gamelle jusqu'au moment où tu auras le droit de le toucher et après de le caresser. Il faut que nous fassions pareil avec ce pan de nous-mêmes parce que c'est en lui que brûle l'essence de vie. Je suis complètement d'accord, mais le problème c'est comme il a été enfoui ou il est méconnu de nos jours, parce que pareil, vous me disiez tout à l'heure hors antenne que je suis complètement d'accord que on a quand même des remèdes de grand-mère, on a quand même des outils concrets qui existent depuis la nuit des temps, qu'on a complètement soit mis de côté, soit oublié, soit bien enfoui, ou moqué, exactement, parce que on va même pas aller sur ce sujet-là, mais notre puissance intérieure, moi j'aime bien l'appeler comme ça, parce que on passe pas en force là. Oui. On passe la puissance, comme je la définis, c'est que cette puissance, c'est la force, certes, il en faut, avec tout l'amour que ça englobe autour, qui fait que ça va s'expanser comme ça, et que finalement c'est infini. On peut vraiment après... C'est infini parce que c'est l'univers. Voilà. C'est infini parce que ça nous reconnecte à cette puissance qui est celle de l'univers. Mais nous ne connaissons de la puissance que la force et la forme extérieure. Parce que nous avons perdu la notion de sujet pour nous focaliser que sur l'objet qui est facile, qui provoque ce qu'on appelle le plaisir, c'est-à-dire qui satisfait les sens, mais qui n'a jamais conduit personne au bonheur. Et il va falloir retrouver le sujet, c'est-à-dire reconstituer cet être intérieur dont une parcelle majeure, c'est le château de l'âme dont parlait Jung avec cette lumière intérieure et qui est là. Et oui, c'est crucial aujourd'hui. Comment faire ? Parce que la plupart des personnes ne savent pas comment s'y prendre. Dès qu'ils commencent à aller voir, moi j'entends souvent, dès qu'ils commencent à aller voir, ça fait peur, parce qu'on va quand même un petit peu dans nos profondeurs. Quel risque prend-on ? Comment ? Quel risque prend-on ? Mais c'est la première question qu'il faut se poser. C'est quel risque est-ce que je prends à essayer de laisser quelque chose qui est au fond de moi commencer à s'exprimer ? Bien sûr que ça peut faire peur. Bien sûr que dans un premier temps, ce qui va d'abord commencer à s'exprimer, c'est la boîte à critiques. Celle-là, on la connaît, elle fonctionne bien. Ça va, on la connaît. On la connaît, c'est dès le matin devant la glace, dans la salle de bain, c'est dans la rue quand on passe devant une vitrine. C'est regardez qu'avec quel bonheur on est capable d'accepter un compliment quand on vous dit « Oh, c'est très joli ce que tu as là ». Ça, c'est un vieux truc. Voilà. Mais pourquoi ? Pour une raison extrêmement simple, je pense, c'est que nous sommes dans des vécus dans lesquels un espèce de consensus mou nous donne quelques symboles fondamentaux et nous fait douter de nous-mêmes.
Mais ça appartient aussi à nous de redresser cette barre-là. C'est la décision dont on parlait tout à l'heure. Voilà, non ? c'est la décision dont on parlait tout à l'heure. Et pourquoi pas, j'interviens moi dans un DU de médecine à Strasbourg qui s'appelle médecine, méditation et neurosciences, dans lesquels on réapprend aux médecins la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est la pleine conscience ? Il n'y a pas besoin d'avoir fait 150 ans d'études de médecine. Là aussi, ça prend 3 minutes. On s'allonge, on ferme les yeux et surtout, on essaye de retrouver quelque chose que nous avons perdu dans nos sociétés qui s'appelle le silence. À partir de ce moment-là, une petite voix va peut-être pouvoir commencer à dire un certain nombre de choses. Et vous savez, comme un enfant qui a eu l'impression qu'on le fasse taire ou qu'on l'a oublié, dans un premier temps, il va, oui, il va réclamer, etc. Puis après, petit à petit, ça va redevenir l'enfant joyeux de vivre qu'il était. C'est vrai. Merci pour cet éclairage, cette lueur. Ça commence par une petite lueur quand on va aller à la découverte de sa puissance intérieure. Oui. Et c'est vrai que l'émission Réveille-toi joue vraiment sur cette partie d'éveil, de réveil, parce qu'à un moment donné, je pense que le réveil, c'est soit que la vie nous a mis quelque chose sur notre chemin pour nous faire cet électrochoc, ce déclic, on appelle ça comme on veut, cette fameuse bascule. Mais par contre, souvent, on ne va pas la prendre au vol. Oui. Il va falloir plusieurs tentatives. Et puis souvent, il faut que la maladie, vous mettez dans votre nouvel ouvrage, dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux. Et si nous décidions d'être en bonne santé, plutôt que d'attendre d'être malade et de devoir lutter contre la maladie. Moi, je trouve ça que c'est fort parce que il y a quand même là la notion d'attente. Qu'est-ce qu'on attend, en fait, pour se réveiller, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'on attend pour prendre cette décision qui peut changer quand même le cours de notre vie, dans notre harmonie, dans notre paix, dans ce fameux équilibre là, que tout le monde cherche. Il y a énormément de réponses dans votre livre. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que cette attente-là ? À un moment donné, de décider, est-ce que c'est pas, en fait, annuler l'attente ? On se rentre en action. À partir du moment où il y a une décision, alors on pourrait faire l'analyse avec l'énergétique chinoise sur la manière dont ça se passe, mais il est évident que pour que la mise en action existe, il faut que la décision soit prise. Pour que la décision soit prise, il faut qu'il y ait eu un choix qui a été fait. Pour qu'un choix puisse se faire, il faut qu'il y ait eu une réflexion en amont, et pour qu'il y ait eu une réflexion en amont, il faut qu'il y ait eu des informations. Et donc, les informations aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'il n'est pas informé. En revanche, il faut s'interroger sur quelles informations on va chercher. Il y a des choses tellement simples à faire. Vous parlez et vous appelez votre émission « Réveillez-vous », etc. Le réveil est une phase majeure. Et ce réveil, il a lieu chaque jour. On est bien d'accord. Et Chaque plusieurs jour. fois par jour, j'ai même envie de vous dire. Nous prenons simplement le réveil Déjà, que tout le monde connaît. Tous les matins, oui. Eh bien, je propose un petit exercice dans mon livre dans lequel je dis, mais au réveil, et si la première chose que nous faisions était de nous prendre dans nos bras et de nous caresser le corps ? Ça prend 30 secondes. Ça peut sembler ridicule. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Et petit à petit, ce qui, dans un premier temps, est un exercice scolaire, devient un réflexe, une habitude et une vraie nécessité. J'ai des amis qui ont mis en place quelque chose que je trouve absolument extraordinaire. Suite à Alice au Pays des Merveilles, oui. À un moment donné, il y a je crois que c'est le lièvre qui propose à Alice au Pays des Merveilles, où c'est le fou qui est dans la pièce et qui lui dit « mais je te souhaite un joyeux non-anniversaire ». Pourquoi ne pas se souhaiter les 364 autres jours de l'année un joyeux non-anniversaire chaque matin ? Pourquoi ne pas instaurer ça dans le cadre familial ? Ça va peut-être faire rire, sourire, etc. Ça n'a pas d'importance. Tant mieux, le rire est tellement bon. Oui, et ça va faire que petit à petit, on va commencer à se dire que peut-être bien qu'on le vaut, peut-être bien qu'on le mérite, peut-être bien qu'on peut reprendre confiance dans quelque chose qui est au fond de nous et dont la force est inébranlable, puisque malgré nous, elle nous tient debout. C'est vraiment très très beau. C'est vrai qu'on pense vraiment à toutes ces personnes malades ou toutes ces personnes qui côtoient des personnes malades, parce que de nos jours, malheureusement, je pense que personne ne connaît... Enfin, il y a toujours quelqu'un de malade, en fait, autour de nous. Différents types de maladies. Je pense que la bonne santé est dans différentes dimensions, facettes, comme vous l'avez dit.
Moi, ce livre, c'est noté un livre essentiel et positif. Moi, c'est ce que je retiendrai de ce livre, parce que on a vraiment des clés. En fait, finalement, c'est simple, en fait. Mais oui. Pour quelle raison pense-t-on que c'est si compliqué, finalement? Vous qui avez toutes ces années derrière vous d'expérience, c'est important d'en parler. Parce que le bonheur, c'est quoi, finalement? Je pense que ça fait partie des arcanes de ce qu'on va appeler le moi et l'ego, qui est un petit enfant apeuré à qui on a fait croire qu'il était le patron. Et il s'accroche désespérément à quelques certitudes de forme et extérieure, et il a du mal à entendre une voix qui, au plus profond de lui-même, de temps en temps, essaye de lui dire « mais écoute, c'est peut-être pas tout à fait comme ça et tout ». Parce que lui, l'ego et le moi comprennent le monde à travers une notion très basique et simple de tort ou de raison, de bien, de mal, de vrai, de faux. Il est très binaire très dans sa duel, façon. c'est la dualité, voilà, très duel à cette dualité. Et reconnaître à un moment donné de s'être trompé, ça veut dire « je ne suis pas bien ». Et c'est cette petite parcelle qui a besoin d'être rassurée. C'est cette petite parcelle qui a besoin d'être non pas éradiquée ou rayée, parce que le moi et l'ego sont fondamentaux pour notre prise au réel, mais ont besoin d'être mis à leur juste position. Et à ce moment-là, il y a un vrai travail d'équipe qui peut fonctionner. Il y a une véritable réconciliation avec soi qui peut exister. Et c'est là qu'on va retrouver cette fameuse clé de la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire qu'on va recréer l'unité. Et cette unité, elle est entre une verticalité qu'on va appeler le soi, et qui nous donne donc des espaces, qui nous donne une dimension, qui nous donne une conscience de nous-mêmes, et l'horizontalité qui est représentée par le moi, qui est ce qui gère justement le monde, ben oui, de la comparaison, de l'autre, de la matière, etc., etc. Le monde dans lequel il y a besoin de se battre. Et c'est la complémentarité et la capacité à osciller entre les deux et à les faire fonctionner en synergie qui permet sans doute de nous retrouver très en phase avec nous, avec notre chemin de vie et avec peut-être nos choix d'incarnation, même si on va aller un petit peu plus loin. Complètement. Voilà. Complètement. On parle beaucoup d'incarnation ici. Donc, Michel Odoul, vous avez un conseil pour garder le sourire, pour garder le smile? J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Le premier des conseils, c'est du scolaire, du basique et du technique. Même quand je suis pas content et que j'ai pas envie, je me force à sourire physiquement. Et petit à petit, j'en prends l'habitude. Or, à chaque instant, je peux me voir dans une glace. Si je suis en train de sourire, c'est mieux. Après, au-delà de cela, surtout, je me pose toujours une question. Je me dis, mais là, ce qui te contrarie, dans un an, qu'est-ce que ça représentera pour toi ? Très bonne question. 99% des cas disparaissent et s'envolent en fumée et ne seront plus rien. Et ça permet vraiment de repositionner. Bien sûr qu'il peut arriver des choses graves. Il peut arriver des choses qui nous impactent, qui nous déchirent, qui nous blessent, soit personnellement, soit à travers un proche. Et dans ces moments-là, accueillir la souffrance est quelque chose de juste. Mais accueillir la souffrance ne signifie pas lui permettre de faire son lit en nous. Parce que nous soyons dans la souffrance n'a jamais aidé l'autre, ne l'a jamais soigné, et ne l'a jamais accompagné si jamais il est disparu. C'est vrai. C'est très très intéressant. Alors au niveau de votre actualité, donc ce très beau livre, Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux, 50 clés pour vivre en pleine santé et en pleine conscience, chez Albin Michel, sort à quelle date ? Eh bien, il est la semaine prochaine, il est le 12 mars en librairie. 2020, donc 12 mars 2020 en librairie, vous pourrez aller le prendre ou le commander. Nous, on va mettre de toute façon dans le descriptif de l'émission le lien pour pouvoir le commander ou le précommander suivant à quel moment vous écoutez l'émission. Je vous rappelle quand même les deux autres livres best-sellers de Michel Odoul qui, pour ma part, ont bercé des dizaines et des dizaines d'heures de lecture et de cheminement pour ma part. Donc, je les conseille à peu près dans tous mes accompagnements, en tout cas pour ouvrir encore davantage et éveiller. Donc, merci pour ces créations, Michel Odoul. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Et dis-moi quand tu as mal, je te dirai pourquoi. Il y en a un, c'est vraiment sur les cris du cœur. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est les cris du corps. Ce sont des messages de l'âme.
Moi, c'est le tout premier que j'ai eu la chance de lire et qui a pris une dimension encore plus puissante suite à cette maladie que j'ai dû traverser. Donc, merci, m'apporte tous les jours. Et dis-moi, quand tu as mal, je te dirai pourquoi. On est vraiment sur les mythologies corporelles et les cycles de vie. Alors moi, j'ai adoré l'angle de ce livre. Donc pareil, je voulais en parler quand même dans l'émission. Mais je pense qu'on pourra faire une émission complète pour chacun de ces ouvrages. Oui, avec grand plaisir. Qui sont d'une richesse infinie. Donc, en tout cas, pour aujourd'hui, dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux. 50 clés pour vivre en pleine santé, en pleine conscience. Je vous invite à aller le dévorer. Michel, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot de la fin? Ça serait quoi pour aujourd'hui? Mon petit mot de la fin, c'est prenez soin de vous. Eh bien, avec plaisir, nous allons tous prendre soin de nous. Mes très chers auditeurs, merci. Michel, merci d'être venu dans nos studios parisiens pour nous présenter donc votre livre. Je le remontre un petit peu à la caméra pour la vidéo. Vous pouvez voir notre émission en vidéo, vous le savez. Et n'hésitez pas à partager cette émission pour aider un maximum de gens autour de vous. Aidez-vous vous-même, aidez les autres. Et sur ce, je vous remercie. À très bientôt. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.